Alors effectivement, on est dans une période un peu particulière, un moment démocratique passé grandement sous silence par les médias et qui concerne presque 5 millions de salariés et pas moins de 500 000 cadres sur le territoire français. 500 000 cadres, en effet, travaillent dans des structures de moins de 11 salariés. Alors ce soir, avec les travaux que Marina Bourguin va nous présenter, on va élargir un peu le scope et pas seulement s'intéresser au cadre des toutes petites entreprises, mais au cadre des petites entreprises, c'est-à-dire des moins de 50, et puis on va aller, je crois, jusqu'aux PME, les moins de 250. Mais tous ces cadres-là, ça représente quasiment la moitié des cadres du secteur privé français. Donc c'est un monde très, très large, très différencié. Nous avons été très intéressés il y a à peu près un an lorsque l'APEC a publié les travaux d'une étude partenariale menée par Marina Bourguin et d'autres personnes de ses collègues du laboratoire Clerma, qui a donné une photographie très, très précise et très originale, très nouvelle, de la situation des cadres. Qui sont ces cadres dans les PME par rapport, je veux dire, à la vision classique que nous avons des cadres travaillant dans des grandes entreprises, travaillant en région parisienne. Ce filtre est encore plus grossissant lorsqu'on s'intéresse aux mobilités, où là, chaque été, on nous parle des cadres des grandes entreprises parisiennes qui ne rêvent que de partir en province avec des chiffres considérables. Et c'est vraiment très intéressant de pouvoir se plonger finement dans la situation des cadres des PME, dans leur grande diversité. Et puis, ce qui a été très intéressant à découvrir, et Marina va nous le présenter maintenant, c'est comment aussi, finalement, à travers ces 50% de cadres travaillant en PME, on a aussi des parcours. Elle ne s'est pas seulement intéressée à la physionomie à un instant T, mais comment, finalement, les cadres imaginent leur parcours, qui n'est pas celui où leur attache avec leur territoire, qui n'est pas celui des salariés travaillant dans les grandes entreprises franciliennes, par exemple. Voilà, donc merci d'avance pour Marina pour cette présentation et puis à tout à l'heure pour quelques échanges. Marina, c'est à vous. Le micro, voilà, je voulais juste prendre le micro. Bonsoir à tous. Je vous interromps pour aussi vous rappeler d'où est-ce que vous parlez. Je ne vous ai pas présenté et en préparant cette soirée, l'idée aussi, c'est que vous nous présentiez un petit peu les... Merci. C'est bon? Merci, okay. Oui. Donc, bonsoir à tous. Moi, je suis donc sur Clermont-Ferrand, enseignant-chercheur au groupe SC Clermont Business School, également au laboratoire du Clerma, chercheur associé à Lyon 3 dans la partie de recherche Magellan, mais également à Bordeaux sur la chaire Capital Humain. Alors, effectivement, on a eu une opportunité de faire un gros travail exploratoire dans les petites structures. Je pense que c'était important. À un moment, vous allez montrer le diaporama parce qu'on a effectivement aujourd'hui un angle mort sur les cadres en petite entreprise. Donc, il y a diverses sources de données statistiques. Nous, on a pris le parti à la fois d'aller surtout comparer les sources statistiques parce qu'elles ne sont jamais complètement bien adaptées à cet objet d'étude. Et puis, on est allé faire des récits de vie de plus de 30 cadres salariés et nous avons étudié en fait ces récits de vie pour donner sens aussi à ce qui se passait dans les PME. Alors le titre de la présentation ce soir, s'organiser sur les cadres entre mobilité et ancrage, je ne parle bien sûr que du secteur privé, donc je voulais le rappeler. Je pense qu'un point qui est justement important, c'est de rappeler certains éléments donc de la présentation. Enfin, vous voulez que je commence ma présentation? En fait, vous voulez que je commence à me présenter, ça, j'étais pas très sûre. Parce que je pense que c'est important de présenter les chiffres, parce qu'on comprend mieux aussi certaines interrogations qu'on a eues dans l'analyse des chiffres et pourquoi on est allé chercher les parcours pour faire sens en fait de ces chiffres, sachant qu'on n'a pas aujourd'hui de données confirmatoires
qui nous permettent à très grande échelle de vérifier. Donc, on a des hypothèses qu'il faudrait aller creuser voilà, au sein peut-être de travaux futurs. Alors, si on peut passer rapidement à la slide suivante, donc il y a un certain nombre de références que j'ai données sur la slide suivante. Mais je pense qu'il y en a deux qui manquent et qui sont sans doute les plus importantes que je mettrai. Donc, j'ai mis sur HAL, mais peut-être que j'enverrai donc à l'ensemble de la communauté ce soir. Il y a un ouvrage très accessible qui est sorti sur les mondes sociaux des TPE et des PME par différents chercheurs du CEREC, qui est donc basé à Aix. Et nous avons produit un chapitre à l'intérieur de ces mondes sociaux des TPE et des PME qui était sur la mobilité interne des cadres en petite structure, un éclairage atypique des mondes sociaux des TPE et des PME. Parce qu'effectivement, la mobilité, notamment la mobilité interne, n'est pas immédiatement ce à quoi on pense, en fait, dans les petites structures qui sont souvent très plates, avec souvent des postes qui sont très polyvalents. Et je pense que ça donne un bon aperçu de la recherche et peut-être pour nos interlocuteurs de comprendre aussi de façon très descriptive ces parcours. Donc, je voudrais juste rappeler, alors ensuite, quelques chiffres. Il faut comprendre, donc lorsqu'on parle des TPE, mais c'est valable également pour les PME, on s'est posé au départ vraiment sur les cotisants à GIRC et on s'est aperçu d'abord de l'énorme importance des services dans cette population. Alors ça, c'est quelque chose qui est important. Il faut rappeler que ça soit d'ailleurs dans les services ou dans la construction. Alors c'est la slide suivante. Je ne sais pas où vous en êtes. Voilà. Quand on regarde la proportion de cadres dans les petites structures, donc en PME, dans les services, 53% des cadres qui exercent 53% des cadres des services qui exercent en PME. Donc ça, c'est déjà un premier point qui est très important. Et on voit bien que dans l'industrie, on est beaucoup plus marqué par des cadres qui sont dans la grande entreprise. Et de nouveau, dans la construction, on monte à 60% des cadres de PME qui prennent 60% donc, de l'ensemble de la population des cadres de la construction. Donc ça, c'est un premier éclairage qui est important. À la fois, on va voir potentiellement des dimensions de genre, mais également des dimensions de formation. Donc, il faut garder à l'esprit cet aspect sectoriel qui est important. Donc, si on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Quand je regarde donc ces cadres en PME, leur composition, les cadres en petite entreprise, qui sont d'ailleurs essentiellement en TPE et en PE, donc les moins de 50, puisqu'on a un nombre beaucoup plus réduit en fait sur la partie E, c'est-à-dire ceux entre 50 et 250, 249, sont essentiellement 8 sur 10 parmi eux travaillent dans les services. On va trouver 15% parmi eux qui travaillent, qui exercent dans l'industrie et 6% qui exercent dans la construction. Donc ça, c'est un petit peu la vision socio-professionnelle voilà, de ces cadres. Alors, on s'est posé la question justement du rôle des PME dans la féminisation de cette population cadre, puisqu'on sait que la population cadre a énormément augmenté sur les 50 dernières années. On passe de 1 million de cadres dans les années 70, on avait 10% de femmes. En 90, on avait plus de 2 millions de cadres, on avait 23% de femmes. Et en 2020, sur les 4 millions de cadres qui sont mis en avant par la GIRC, on a 35% de femmes. Quel est finalement le rôle des petites structures
dans cette féminisation de la population. Et on a une hypothèse qui est assez forte, en tout cas, c'est que les structures font partie, on pourrait dire un anglicisme, des drivers de cette de la population cadre. Et on va voir qu'effectivement, enfin, je ne vais pas vous le montrer, mais les profils cadres dans les donc les profils sont des profils très diplômés. On va voir que 7 cadres 10 dans les TPE sont très diplômés. Sont des profils qui viennent souvent de l'université, diplômés universitaires, qui ont fait des études supérieures longues et qui, d'une manière ou d'une autre, entrent peut-être moins bien dans les fourches codines du recrutement de la grande entreprise. Justement, études universitaires et moins de grandes écoles. Peut-être parce que elles ont des envies de fonder une famille et de moins rentrer dans une course à la carrière où elles se retrouvent moins. Et elles vont trouver en tout cas une insertion. Alors ça, c'est un autre point qu'on verra aussi tout à l'heure. Une petite structure, des plus petites structures, qui est très forte. Voilà. Alors, on s'est aperçu, alors c'est intéressant de croiser justement les données statistiques. Lorsqu'on regarde donc, dans le secteur des services, qui est déjà un secteur fortement féminisé, sur l'ensemble des cadres en PME, en GE, on a le même taux de féminisation. Mais c'est intéressant de s'apercevoir que pour les plus jeunes femmes, donc avant 30 ans, les PME, en fait, comptent parmi leur population cadre, hein, donc très dispersée sur le territoire, plus de femmes que les grandes entreprises. Alors, ça pose plein de questions sur la façon dont les grandes entreprises recrutent, mais aussi sur la façon dont ces jeunes femmes se positionnent. Alors, pour vous donner un exemple, dans un des parcours, ou peut-être deux des parcours qu'on a pu entendre, écouter parmi ces récits de vie, donc il y avait une jeune femme qui était prise dans un très grand, enfin après avoir fait une école de commerce régionale, qui était prise dans un très grand cabinet, enfin qui passait ses premiers, deuxième, troisième entretiens, ça a duré plus de 6 mois au total. Et qui, entre-temps, en fait, pendant son cours de recrutement dans une grande entreprise, a accepté d'aller passer un interview dans une petite entreprise qui était proche de sa famille. Et tout de suite, elle s'est sentie plus à l'aise dans un petit environnement dans lequel elle pouvait faire à la fois de l'audit et du contrôle. Et donc, elle s'est décidée, je dirais en 24 heures, sur un poste dans une petite structure. Et elle a eu, 2 mois après, elle a eu la grande structure qui lui a répondu. Et c'est vrai que du coup, elle est restée dans sa petite structure où elle était. Et a posteriori, elle a dit, mais finalement, ça tombait assez sous le sens. D'abord, le fait qu'on m'ait fait une proposition, le fait que j'étais sur un environnement géographique beaucoup plus limité, avec moins de déplacements. Donc ça, c'est aussi intéressant. On a senti là qu'il y avait effectivement dans le choix donc de ces jeunes personnes, des jeunes diplômés, un certain nombre de critères qui sont rarement peut-être pris en compte voilà, dans la statistique ou dans les études, dans les analyses. Alors, lorsqu'on est allé un peu plus en avant justement sur ces jeunes diplômés, on a voulu aller voir un petit peu comment ils se répartissaient. Et donc, c'est intéressant de s'apercevoir. Donc, on voit que la population cadre, elle est féminisée là également à 43%, mais que les petites entreprises monocytes, alors bon, ça c'est aussi un des points de notre travail. On a voulu faire très attention à ne pas mettre dans le même panier
des établissements qui seraient en fait des filiales de grands groupes. Ça aussi, c'est un point sur lequel il faut être très vigilant hein, dans les études. Donc des petites entreprises monocytes qui sont donc indépendantes. On trouve 50% de femmes parmi les cadres, alors que plus la taille augmente, hein, c'est vraiment presque quelque chose de totalement linéaire, et plus le nombre de femmes, en tout cas dans les 3 années après leur sortie de diplôme, baisse. Donc ça, c'est aussi un point, voilà, il faut savoir, d'après les études de l'APEC, que les femmes aujourd'hui dans la population cadre, elles percent sous 2 classes d'âge, parmi les jeunes, mais aussi parmi les plus de 40 ans. Donc ça, c'est un autre point du fait qu'on n'est pas cadre toute la vie. On le devient, hein, c'est l'entreprise finalement qui vous cadre. Et donc, il y a un certain nombre de parcours où les personnes sont cadrées plus tard et il y a des parcours où les personnes sont cadrées plus tôt. Et on voit apparaître des femmes qui ont peut-être, pour diverses raisons, je dirais peut-être mis en deuxième plan certaines opportunités professionnelles à un certain moment et qui réapparaissent du coup vers les 40 ans dans les statistiques. Donc ça, c'est quand même un point important. Un deuxième point, peut-être si on peut changer la slide, Laurent, qui n'est pas négligeable, c'est justement le fait de la présence d'enfants qu'on ne voit pas bien sûr dans les statistiques AGIRC, mais qu'on peut avoir dans les statistiques génération du CEREC. Et le fait de s'apercevoir que les cadres, finalement, les femmes cadres, elles ont pratiquement autant d'enfants que l'ensemble des femmes dans l'ensemble de la population salariée. On est à 12%, donc c'est des personnes qui viennent donc de terminer leurs études, qui sont interrogées 3 ans après leur fin d'études. Et on s'aperçoit que cette répartition, elle n'est pas du tout égale suivant la taille des entreprises. C'est-à-dire que soit les jeunes femmes avec enfants ne postulent pas dans les très grandes entreprises, elles ne sont plus que 7% à avoir des enfants, soit que le système de recrutement ne favorise pas finalement ces profils. Et je trouvais cette statistique qui n'est pas, on est du simple au double. Ce qui est particulièrement intéressant pour moi, c'est de s'apercevoir que cette même dynamique, cette logique n'est pas du tout opérante pour les hommes. Donc déjà, 2 choses qui sont intéressantes. Les hommes cadres sont un peu plus parents que l'ensemble des hommes salariés. Donc une fois que vous avez une position économique stabilisée, puisqu'on sait que les cadres ont quand même moins de risques de passer au chômage, on a des enfants. Et puis, il n'y a aucun souci pour intégrer, s'insérer, qu'on soit dans une toute petite, dans une très grande entreprise. Bon, alors là, la question, bien sûr, c'est le sens de la corrélation. Mais enfin, c'était intéressant de montrer ces chiffres aussi et peut-être de prendre en compte le fait que les petites entreprises peuvent être des structures qui favorisent ou en tout cas qui acceptent déjà, disons-le d'abord comme ça, qui insèrent des personnes qui peuvent avoir des obligations de conciliation vie personnelle, vie familiale, vie au travail. Et c'est peut-être d'ailleurs également plus facile lorsque vous êtes sur un territoire où vous avez votre famille. Hein, il faut savoir qu'une jeune fille qui se présente sur une grande entreprise, elle peut avoir, en tant que cadre, si elle accède assez rapidement au statut, ce qui est normalement le cas puisque les grandes entreprises aujourd'hui recrutent essentiellement en sortie de formation initiale des cadres ou des personnes donc au statut cadre en forfait jour. On va considérer que l'engagement qui est nécessaire, voire la mobilité qui est nécessaire en début de vie active sera plus compliquée avec la présence d'enfants voilà, plutôt jeunes. Donc voilà, ça c'est un point important. Alors, sur le point suivant, c'est sur la formation initiale. Laurent, si vous voulez changer la slide, merci. Alors, donc, ce qui est important de voir déjà, c'est que aujourd'hui, les jeunes qui
sont cadrés dans les petites structures, donc restent des jeunes donc fortement diplômés. Hein, on est à un niveau M2 ou plus en 71% des cas. Donc, on a des parcours de jeunes docteurs qui ont rejoint des petites structures. Ça, c'est un point, c'est sûr. Mais ce qui est intéressant aussi donc dans les petites structures, c'est l'ouverture à la fois, je dirais, sur des filières, mais également sur des niveaux de formation très diversifiés. On trouve ainsi, alors c'est pas très lisible, je suis désolée sur la slide, on trouve ainsi une proportion de cadres qui sont diplômés du secondaire. Il y a 6 points d'écart avec dans les grandes entreprises. Hein. Je vous rappelle, dans la grande entreprise, on recrute plus de personnes qui vont être ouvriers ou voilà, on va recruter d'abord aujourd'hui essentiellement des profils qui vont être cadres ou agents de maîtrise, enfin, des profils qui vont être amenés aussi à évoluer dans un monde incertain, c'est un peu la doxa. La PME, elle est ouverte à des profils de tous âges, plus jeunes et plus vieux. On va voir dans les grandes entreprises, on a essentiellement des personnes qui ont entre 24 à 26 ans, disons, donc très normées. Et puis, dans la PME, vous allez pouvoir trouver des personnes qui ont de 20 ans à peut-être même 30. Le docteur qui a fait 2 doctorats, puis qui n'a pas réussi à rentrer à l'université, qui va faire, par exemple, de la formation du conseil. Hein. Donc ça, c'est aussi intéressant de le noter. Aussi, un autre point pour vous donner aussi un peu le derrière des chiffres, lorsqu'on dit, donc, par exemple, des jeunes, que 3% de jeunes diplômés, ça c'est actuel, hein, c'est dans les années 2010-2015, intègrent une grande entreprise, il faut savoir que ces 3% font tous, au moment du recrutement ou au moment où ils sont interviewés, ont tous fait des études dans le supérieur, mais ils n'ont pas été diplômés du supérieur. Donc ça, c'est un point. Alors que dans les 9% de cadres diplômés du secondaire ou non diplômés, il y a moins de la moitié qui sont allés effectivement dans le supérieur. Donc on a des grosses différences d'insertion. Là, vraiment, les petites structures jouent à fond leur rôle d'insertion. Elles jouent ce rôle vers des personnes qui ont beaucoup de diplômes, mais aussi elles sont ouvertes à des personnes qui ont moins de diplômes et à qui on va donner finalement des possibilités d'évolution. Et alors, un point qui est quand même important, avant de passer à la mobilité, puisque ça nous amène, ces questions-là nous amènent à la mobilité, bien sûr, notamment la mobilité interne. Alors, c'est un autre point, c'est que quand vous rentrez en petite structure, que ce soit une TPE ou une PE, très souvent, vous n'êtes pas cadré d'office, quel que soit votre diplôme. Très souvent, vous allez entrer, on va apprécier votre travail pendant 6 mois, 1 an, parfois 1 an et demi, et ensuite, vous allez avoir un accès au statut. L'accès au statut est beaucoup moins automatique qu'en grande entreprise, où vous arrivez avec un diplôme d'ingénieur, et ben, vous rentrez au statut cadre, il n'y a pas de discussion. D'accord ? Ça, c'est un premier point. Un deuxième point qui est important, donc là, effectivement, il peut y avoir un peu des tensions parce que ces jeunes qui rentrent dans l'entreprise, au bout d'1 an et demi, eh ben, ils reviennent vers le dirigeant en disant bah, maintenant, voilà, moi j'ai quand même un doctorat en mathématiques, j'aimerais bien qu'on reconnaisse mon statut, vu que je me dépense, etc. Donc ça, c'est un point. Donc, là où il faut faire aussi attention, effectivement, sur ces questions de mobilité interne, il y a de la mobilité interne sur jeunes, c'est-à-dire une fois que vous êtes rentré, on ne regarde plus le diplôme. Le diplôme, il passe un peu à la trappe. La deuxième chose qui ancre, par contre, ces jeunes dans les petites structures, on va voir après qu'elles les quittent aussi beaucoup, mais la deuxième chose qui les ancre sur place, ça va être au-delà de la polyvalence et de la possibilité de monter, en fait, presque de l'intrapreneuriat au sein de la petite structure, c'est le fait qu'ils vont diriger des petites équipes très, très vite.
Alors, je parle d'une petite équipe, c'est-à-dire soit une, deux ou trois personnes. Alors qu'un ingénieur qui sort d'une grande école, qui intègre un grand groupe, au bout de 3 ans, 70% d'entre eux une équipe. Et ça, pour, je dirais, le développement, le personal fulfillment, le développement individuel des personnes, on sent qu'ils ont pris un grand plaisir en fait à s'intégrer dans des petites structures dans lesquelles ils ont à manager d'autres personnes voilà, qui étaient là avant eux ou qui arrivent ensuite pour développer le business. Donc, tout ça nous amène, c'est une bonne introduction pour dire qu'on a beau être dans une petite structure, il y a de la mobilité, il y a un ascenseur social possible. Parler les mobilités et le lien avec l'ancrage. Parce que un des points sur lesquels on était assez persuadés, c'est qu'il n'y a pas d'antinomie entre une mobilité et l'ancrage. Alors, on va passer peut-être à la slide suivante. Okay. Déjà, il faut savoir qu'en période de crise, toutes les mobilités des cadres vont avoir tendance à décroître. Ça, c'est vrai pour toutes les fonctions, c'est vrai pour tous les secteurs. Il faut rappeler un point qui est important, hein, puisque le panorama tous les ans met à jour donc, le panorama des mobilités, que les mobilités externes, donc d'une entreprise à une autre, sont entre 2 et 3 fois moindres que les mobilités internes. Un premier point qui est souvent un peu mal, peut-être je dirais, compris aujourd'hui, soit auprès des jeunes à qui on répète tout le temps, vous ne ferez jamais toute votre vie dans la même entreprise. Il y a en France encore aujourd'hui une forte mobilité interne et donc le passage au statut cadre reste pour moitié initié en interne. Ça, c'est un point qui est très important. Lorsqu'on parle de mobilité interne, et c'est là où on a un peu plus de difficultés à cerner en fait les cadres en PME, c'est que on regarde en quoi, par exemple, le périmètre d'activité évolue. Est-ce que, quand on parle de mobilité interne, on regarde s'il y a une augmentation de salaire? Ça, on en verra moins dans les petites structures. On va regarder également en mobilité interne, changement de statut. Ça aussi, il y en a typiquement pas des masses dans les petites structures. Elles ont tendance à... Alors ça, c'est un autre point qui est aussi très intéressant qu'on a dans les parcours. C'est que l'accès au statut cadre, qui soit donné au bout d'1 an, au bout de 6 ans, au bout de 8 ans, où le critère de loyauté, du coup, va aussi beaucoup entrer en ligne de compte le travail qu'a fourni donc l'individu et la performance qu'il a pu démontrer. On s'aperçoit que ce passage au statut cadre n'est pas fêté, il n'est pas mis en avant, il n'est pas célébré. C'est-à-dire que les autres ne sont pas au courant. Et ça, pour des personnes qui viennent, par exemple, d'un CAP ou d'un BEP, c'est douloureux, en fait, parce qu'il y a ici une ascension sociale importante, symbolique, forte, sont des personnes de leurs équipes. Et voilà, si je peux donner un éclairage de ce qu'on a pu entendre dans les discours, le regret de ces personnes-là, c'est qu'il n'y ait pas eu un pot. Alors, on peut imaginer beaucoup d'explications à ça. La petite va avoir tendance à jouer sur la symbolique égalitaire. Et la symbolique égalitaire, c'est on est tous pareils et puis il y a le chef. Il y a le dirigeant et puis en dessous, tous pareils. C'est vrai aussi, c'est intéressant, pour les toutes petites structures qui travaillent dans les jeux vidéo. Donc, par exemple, en Kama, donc j'ai un des interviews qui se passait dans une structure de jeux vidéo.
Quand ils ont passé au-dessus de 100 salariés, ils se sont posé la question, mais il faut qu'on mette en place quelque chose pour reconnaître voilà, les performeurs, etc. On fait un peu n'importe quoi parce qu'ils ont simplement reconnu les années d'ancienneté dans la structure, ça n'a pas marché, enfin, ça a été un peu compliqué. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est intéressant de voir des structures qui se disent égalitaires, où finalement, lorsque certains salariés arrivent à accéder au cadre, notamment lorsque ces salariés viennent avec un petit niveau de diplôme, il y a une reconnaissance sociale qui serait peut-être à prendre en compte par les organisations. Alors, ce qu'il faut savoir encore aussi, c'est que la mobilité externe, même dans les petites structures, elle reste, et aussi dans les grandes structures d'ailleurs, mais particulièrement dans les petites structures, elle va rester centrée sur les très jeunes cadres, les moins de 30 ans, qui sont parfois entrés d'ailleurs en contrat à durée déterminée. On sait qu'aujourd'hui, son premier contrat signé tous les ans, enfin, il y a une explosion des CDD. Ce n'était pas que la crise sanitaire, puisque c'était déjà le cas en 2017-2018. Et plus on avance dans l'âge, plus le taux de mobilité externe s'érode. Mobilité externe, hein, c'est important, mais ça c'est vrai aux États-Unis comme en Angleterre, même dans ces pays où il y a énormément de turnover et de rotation du personnel, il y a ce lien très fort. J'essaie de regarder avec le temps, donc je vais passer vite sur les prochaines slides, si vous voulez bien, Laurent. Là, cette slide, elle expliquait simplement qui est assez attristant pour les petites structures, c'est que les personnes que vous intégrez dans votre structure et qui ont le potentiel d'être cadres, soit par leur diplôme, soit par leur performance, eh bien, vous allez avoir à peu près la moitié d'entre eux qui vont partir. Et parmi ces gens qui partent, une partie va partir dans une petite structure, donc va rejoindre une autre petite structure dans laquelle elle a plus de challenge, mais la plupart d'entre eux vont rejoindre une grande entreprise. Donc là, on voit le rôle de la petite entreprise qui est assez terrible puisqu'ils insèrent des personnes qui n'ont pas réussi à rentrer directement dans la grande entreprise et ces personnes-là vont partir vers la grande entreprise dans les 3 années de leur insertion. Donc ça, c'est assez dur. Alors que par ailleurs, lorsque vous avez en grande entreprise également, il y a plus de sédentaires déjà parmi les jeunes insérés et parmi les mobiles, la plupart vont rejoindre également une grande entreprise. Donc la petite entreprise, elle joue un peu le rôle de formateur là dans le marché du travail. Voilà, si on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Alors, il y a une autre étude, enfin ça c'est une étude que nous avons menée, il y a une étude de l'APEC, et je vais aller très vite, qui est de montrer ou de mettre en avant le fait que cette mobilité externe était possible vers tout type de structure. Et en faisant une relecture critique en fait de ce qui avait été mis en place, des chiffres qui sont mis en avant, on s'aperçoit qu'en fait, les cadres qui quittent une petite structure de moins de 50 salariés vont majoritairement revenir vers une petite structure. Si on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Laurent, voilà. Et de la même manière, lorsque vous quittez une entreprise moyenne entre 50 et 250 salariés, vous allez prioritairement aller dans une structure moyenne, voire petite, hein, 60% sont en PME. Lorsque vous quittez une ETI, là, prioritairement, vous allez vers une grande entreprise, et c'est encore plus renforcé lorsque vous quittez une grande entreprise, puisque là, plus de 54% vont rester dans la grande entreprise. Donc, je crois qu'il y a là un peu la sociale à la Bourdieu. Nous, on a entendu ça, hein, de cadres avec 10, 12 ans d'expérience dans une petite structure. Ils ont beaucoup de mal à faire reconnaître l'intérêt de la polyvalence de leur expérience pour les grandes structures. Ils sont un peu des électrons libres qui ont du mal à rentrer dans des routines organisationnelles d'une grande entreprise. Et bien qu'ils aient l'envie d'intégrer parfois une entreprise, les grandes entreprises, souvent, n'ouvrent pas, enfin, sont très peu ouvertes à des profils dans lesquels ils n'ont pas la possibilité en anglais on dit to mold, ils n'ont pas la possibilité de mouler ces profils-là
à leur routine organisationnelle. Voilà, donc ce sont des points que je voulais signaler avant de parler des attaches géographiques. Si on peut passer 2 slides, voilà, la slide suivante, pour arriver donc à ces attaches géographiques. Donc, comme je l'ai indiqué auparavant, on avait été intéressé dans ces récits de vie aux aspects. Donc, on interrogeait les personnes sur leur vie professionnelle et leur vécu et le poste sur lequel ils étaient, comment ils se sentaient. Et assez rapidement, dans ces récits de vie, de façon systématique, ou quasi systématique, va apparaître, alors peut-être parce qu'on a fait ces entretiens essentiellement en Auvergne, peut-être une petite explication, mais vont apparaître en tout cas une dimension qui n'était pas du tout prévue, en tout cas de la part des chercheurs, qui est la relation au territoire. Et voilà, elle arrivait partout. La relation au territoire, c'était quand j'ai quitté la première entreprise qui a fermé, moi, je ne peux pas vivre 3 mois à attendre qu'on me donne une réponse d'une grande entreprise. Moi, je vais en face et je trouve du travail tout de suite. Et la PME, la petite structure, elle a les possibilités très rapidement de donner une réponse. Elle a également la possibilité très rapidement de vous faire aller sur des projets qui vont potentiellement vous passionner. Et si ça ne va pas, on a eu des jeunes diplômés donc d'écoles de commerce, par exemple, qui ont décidé d'aller, lorsqu'elles se sont trouvées bloquées en évolution interne, d'aller vers une plus petite structure dans laquelle elles étaient plus polyvalentes et elles voyaient plus de choses avant de revenir dans la première structure qu'elles avaient quittée en pouvant arguer qu'elles étaient montées en compétences. Donc ça, je trouvais que c'était très intéressant. Et tout ça, ça se passe sur un territoire, sur des entreprises qui se connaissent les unes les autres, où il y a finalement des réseaux aussi qui s'établissent de proximité. Parce que je pense que les petites structures aussi ont cette hantise de voir leur cadre partir vers des grandes structures, vers Paris, vers d'autres grandes mégalopoles ou métropoles, en tout cas. Et alors là, c'était intéressant, on s'est aperçu que donc, chez les jeunes qui travaillaient dans les petites structures, donc dans les PE mono-établissements, une grosse majorité s'était établie en région. Alors, vous direz, il y a des PME partout. On peut s'établir en région, on peut s'établir à Paris, mais non, un cadre en petite structure, il préfère être en région plutôt qu'à Paris, tout sauf Paris. Ça, on l'a entendu souvent dans les entretiens. Moi, j'ai de l'ambition, mais Paris, non. Ça, j'ai pas envie d'y aller. Donc ça, c'est un premier point. Et quand on regarde, par contre, les jeunes diplômés qui s'intègrent dans les grandes entreprises, ils vont être majoritairement franciliens. Sachant qu'au départ, ce n'étaient pas des personnes qui ont fait ni leur formation, ni l'Île-de-France n'était pas non plus leur région d'origine. Donc, je vais passer à la slide suivante. Ceci explique peut-être que parmi ces jeunes cadres en grande entreprise, alors je vais passer à la slide suivante tout de suite, si vous voulez bien, Laurent. Ça, je reviendrai peut-être après. Voilà. Parmi ces jeunes cadres donc, qui ont rejoint l'Île-de-France, eh bien, c'est bien ça, la moitié d'entre eux souhaitent changer de région. Donc, ils souhaitent bouger. Alors là, on peut avoir 2 interprétations. Soit ils ont intégré que dans la grande entreprise, pour monter, pour se faire valoir, on a intériorisé qu'il y a de la mobilité qui doit être là. Donc, on rentre bien dans le discours de la doxa managériale, de la mobilité tous azimuts. On change de poste tous les 3 ans et on change de région pour changer de périmètre. Et quand il n'y a pas de possibilité, voilà, on a différentes expériences dans différentes filiales du groupe. Par contre, pour les jeunes cadres qui travaillent dans les petites structures, donc majoritairement hors Île-de-France, eh bien, la majorité, donc 67%, 63%, souhaitent rester dans leur région. Il y a très peu qui souhaitent changer de région. Voilà, donc la majorité souhaite rester dans la région. Et cette région est aussi leur région de formation et aussi leur région d'origine. Donc là, je vais passer à la slide précédente pour essayer un peu de comprendre ici entre les opportunités. Il faut savoir que le marché du travail, il fonctionne, enfin la mobilité, on peut dépasser cette question de mobilité par ce qu'on appelle un concept de motilité. Le concept de motilité, c'est fondé
finalement sur la capacité d'une personne à changer d'emploi, qui est en lien avec ses compétences, mais aussi les occasions qui sont offertes sur le marché du travail. Donc finalement, les structures sociales, que ce soit la formation, les entreprises, mais aussi juridiques, forment un contexte institutionnel qui favorise ou pas cette motilité, la possibilité de changer. Donc, entre les capacités d'un individu, que ce soit son diplôme, son expérience, et ce qu'on appelle le champ des possibles, les capacités, il y a des facteurs de conversion. Là, les grandes entreprises qui demandent, certaines grandes écoles, des gens plutôt spécialisés dans leur domaine, etc., il y a des facteurs de conversion qui manquent ici pour les grandes entreprises pour intégrer ou attirer ces profils. Mais il y a une autre chose qui va jouer, qui sont les valeurs. C'est-à-dire que parfois, on a eu des personnes qui avaient le choix entre rejoindre une grande entreprise ou une petite entreprise. Et là, il y a les valeurs qui vont jouer, et c'est elles qui vont déterminer l'action. Selon Amartya Sen, c'est finalement ce qu'une personne, c'est son choix de vie. D'accord. Et faire un choix de vie, donc de rester sur sa région d'origine ou de rester sur une région qui donne un certain cadre de vie, ça peut être un cadre affinitaire. Donc, on voit par exemple des cadres d'entreprises multinationales qui, après un parcours dans 6 continents, enfin dans plusieurs pays, sont venus s'installer en France sur une petite structure après un burn-out pour donner des racines à leur famille, à leurs enfants. Il y a une forte dimension affective et identitaire là. On va également trouver aussi des contraintes économiques. Donc, notamment des femmes qui élèvent par exemple seules leurs enfants, qui vous disent mais moi voilà, je ne peux pas me permettre d'être sur le marché du travail sans retrouver un emploi rapidement. Donc, et le tissu familial là est un tissu important pour justement permettre à la famille d'être prise en charge aussi sur des postes cadres qui sont, qu'on soit en PE, qu'on soit en grande entreprise, sont des postes avec énormément d'engagement. Et puis, il y avait un troisième aspect qu'on a aussi mis en avant, un troisième facteur, qui sont à la fois des facteurs de familiarité ou les facteurs de vie, de qualité de vie, qui peuvent donc faire choisir à certains cadres, quand ils ont le choix, à nouveau, ou par choix, notamment dans un deuxième temps de carrière. Donc, on a vu que les jeunes avaient tendance à être aspirés par la grande entreprise, souvent très tôt dans leur carrière, ou entre 30 et 35 ans. Il y a un mouvement inverse qui va se faire sur des personnes, sur des cadres expérimentés, qui, eux, vont rejoindre des petites structures plutôt tardivement dans leur carrière, c'est-à-dire entre 45 et 55 ans, typiquement, même plutôt 55 ans, parce que la grande entreprise, ils ne correspondent plus au modèle et qui, par contre, ont énormément de choses à apporter à des petites structures. Alors, soit parce qu'ils les créent, soit parce qu'ils rejoignent des équipes. Voilà, donc ça, c'est aussi un modèle qui est intéressant et où souvent, ils vont d'ailleurs rechercher, on a appelé ça, donc c'est une qualité de vie ou des lieux familiers, des lieux dans lesquels ils ont vécu et dans lesquels ils sont. Donc voilà, il faut comprendre que mobilité et ancrage donc, ne sont pas directement antinomiques, mais que ce sont deux aspects qui vont donc souvent se complémenter. Sauf, en tout cas, dans les petites structures, c'est une façon de comprendre. L'ancrage permet de comprendre le type de mobilité. C'est-à-dire qu'on bouge à l'extérieur, mais sur son territoire, où on va travailler en interne avec parfois la difficulté de faire reconnaître en externe les compétences qu'on a pu obtenir par l'expérience professionnelle. C'est là parce que je suis déjà en retard. Pardon. Donc, je prendrai vos questions. C'est tout à fait fouillé avec cette ouverture autour de l'approche par les capacités. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, hein, autour de l'approche par l'articulation des temps de vie et de la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Je passe la parole à Laurent s'il souhaite compléter ou réagir autour de cette nécessité à la fois de bouger
selon la doxa managériale dans les grandes entreprises pour évoluer. Et puis ceux des petites entreprises qui, au contraire, cherchent à bouger euh, pour échapper à cette tension entre expertise et polyvalence et pour justement pouvoir mieux insérer leur travail dans leur vie personnelle et s'insérer dans un territoire. Oui, merci. Pardon, merci Marina, c'était très instructif. Cette vision que l'on a finalement grâce à tous ces travaux de recherche de données sur la structuration un peu de l'emploi des cadres à travers ce filtre des tailles d'entreprise et avec finalement des PME, TPE qui sont beaucoup plus inclusives de la diversité des cadres, que ce soit à travers les parcours antérieurs, le niveau d'études, les aspects genrés. Donc on a une vision beaucoup plus riche peut-être de cette là de la PME par finalement les ressources qu'elle peut offrir au cadre. C'est un des aspects que vous développez sous le thème de l'ancrage. Je m'ancre quelque part parce que ça va me constituer de façon, ça va m'enrichir, hein, il y a cette vision-là. Et puis vous avez terminé sur des dimensions peut-être intergénérationnelles. Et évoquer peut-être les va-et-vient entre qui sont plutôt marquants dans le sens petite entreprise vers grande entreprise quand on est jeune et peut-être l'inverse quand on est plus âgé. Est-ce que la dimension de l'intergénérationnel justement est quelque chose qui est cité par les cadres que vous avez interviewés? Est-ce que c'est quelque chose qui ressort de leur attachement en quelque sorte à la PME, ou bien est-ce que c'est une réalité peu différenciante ou peu marquée? Non, alors c'est pas ressorti directement. Ce que je sais des recherches qui ont été faites par un économiste qui s'appelle Duhautois, c'est que a priori les mobilités externes sont inférieures à la structure si on exclut, si on ne garde que les structures pérennes. C'est-à-dire qu'on va a priori, on peut faire toute sa carrière toute sa vie professionnelle dans une PME. Je pense que l'idée qu'on va changer d'entreprise est beaucoup plus inscrite aujourd'hui dans les de la grande entreprise, bizarrement. En tout cas, de la façon dont on forme les jeunes aujourd'hui, c'est que il faut pouvoir changer d'entreprise. Alors après, est-ce que c'est vu comme un avantage? Parfois, effectivement, on reçoit une petite structure et un petit peu un reflet, alors un petit peu, de la structure familiale. Il y a parfois un peu de déplacement. C'est-à-dire, on ne s'étonne pas de voir des gens très jeunes, de voir des gens aussi qui peuvent être insérés, et puis c'est toujours pénible de s'en séparer, toujours très difficile. Lorsqu'on perd un de ces cadres, voilà, c'est presque la fin du monde, surtout quand c'était le premier cadre, le premier salarié qu'on a recruté. Donc, il y a des faits qui sont peut-être plus partagés. On a aussi rencontré des dirigeants, donc on a des récits de vie de cadres, d'une trentaine de cadres. On a essayé autant que faire se peut d'avoir des diades avec également des dirigeants. J'ai trouvé aussi très intéressant que des dirigeants leur activité à une grande entreprise, donc pas PREC pour ne pas la citer, donc dans le recyclage, s'étonnaient que les cadres n'étaient pas du tout contents de ce changement. Et je crois qu'il y avait justement cette égalitaire, ancrée, donc on fait quelque chose pour son territoire, on est inclusif, et de pas du tout se reconnaître dans la symbolique de la grande entreprise, où ils voyaient tout de suite que le conseil d'administration était trusté par une grande école, et ils se dévalorisaient en fait dans la nouvelle structure.
Et donc, c'était très, très mal passé, en fait. Enfin, en tout cas, au niveau des cadres, il y avait des cadres qui étaient d'ailleurs partis. Mais qu'a priori, le dirigeant avait l'impression de leur ouvrir des opportunités. Ça, c'était aussi assez intéressant. Voilà, mais directement sur l'intergénérationnel, non, ce que je sais, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de raison de se séparer d'un cadre parce qu'il a 63 ans. Au contraire, s'il peut, si le plus longtemps possible, il peut rester dans la structure parce qu'il a sens, voilà, le plus longtemps, il restera. Ça, c'est plutôt bien valorisant et valorisé voilà, au sein de ces structures. En tout cas, celles où on a pu interviewer, les personnes se voyaient bien vieillir dans la structure dans laquelle elles étaient. Donc ça, c'est aussi important. Après, le système économique, parfois, en décide autrement. Et ce qui est important, c'est que beaucoup plus en phase avec le système économique, on sait quand ça va mal. Ils ont les informations, ils les ont directement. Dans la grande structure, c'est beaucoup plus complexe. Il y a d'autres systèmes, je dirais, qui expliquent des réductions d'effectifs et qui sont beaucoup moins bien acceptées par les cadres. Donc, on a un certain nombre de cadres de grandes entreprises, effectivement, qui, pour diverses raisons, notamment éthiques, enfin éthiques au sens large, pour la politique, le problème de politique qu'on peut avoir en grande entreprise, rejoignent des petites structures. Après, ce qu'on va trouver aussi, alors ce qui fait sembler un peu le trait avec la famille, c'est qu'on va aussi retrouver dans les petites structures, ben justement, les enfants du dirigeant, la femme du dirigeant en tant que salarié, donc en tant que cadre. Donc là aussi, il peut y avoir d'autres formes pour le cadre qui vient de l'extérieur, c'est d'autres formes. On fait partie ou pas de la familia originale. Il y a des questions posées. Il y a un témoignage d'un ingénieur qui dit que dans sa région, pour se former, il a dû au contraire s'éloigner, et notamment pour valider sa formation à travers des stages, et qu'au fond, il a fallu passer par différents territoires pour monter en compétences, et en même temps, une petite entreprise, il a eu l'impression qu'en TPE, il a eu une difficulté à gérer cette montée en compétences. Hein, comme si voilà, je dis ça pour un petit peu balancer l'aspect positif développé par Marina Bourguin des capacités de mobilité, de mieux asseoir son travail dans un territoire et dans sa vie personnelle. Après tout, les entreprises moyennes ou les grandes sont aussi des puissants facteurs pour monter en expertise. Alors, effectivement, le gros problème des petites structures, c'est que, la formation, elle n'est pas formalisée et souvent non diplômante. Donc, en fait, vous apprenez sur le tas et souvent tout seul. C'est-à-dire, en fait, vous vous débrouillez. Il y a beaucoup de débrouillardise, en fait. Donc ça, c'est très problématique, effectivement, pour la mobilité externe. Forcément. Et ce n'est pas bien vu du côté des grandes entreprises. Est-ce que... Oui. Est-ce qu'un autre aspect du territoire comme ressource, hein, c'est une des exceptions que vous évoquez, porte aussi sur le fait que les réseaux informels fonctionnent? Est-ce que c'est quelque chose qui compte aussi? Enfin, le fait d'être rapidement au courant qu'il y a une entreprise qui recrute, enfin, ces dimensions-là de l'informel, du réseau de personnes, est-ce que c'est quelque chose qui est ressorti dans vos échanges aussi? Alors, oui, alors bon, je dirais que c'est souvent des personnes. Alors, il y a deux aspects. Il y a les personnes qui ne veulent pas partir d'un certain périmètre. Et ça, c'est souvent pour des raisons économiques ou familiales ou voilà, des attaches, je dirais, très contraintes. Par exemple, un parent malade, etc. On n'est pas prêt à partir à 200 km ou des enfants en bas âge.
Et puis, il y a… est-ce que vous pouvez me rappeler? Ah oui, la question des réseaux informels. Je pense qu'il joue aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que lorsque une personne se présente venant d'une autre PME du territoire, entre dirigeants, on se parle. Le réseau informel, il passe aussi… Enfin, c'est-à-dire qu'on dit souvent que les dirigeants de PME, ils aiment bien, comme ils disent, ils aiment bien avoir leur petit réseau, ils aiment bien solliciter leur réseau. Donc, ce n'est pas forcément de la part du cadre, mais ça peut être aussi de la part de l'entreprise. Ce rôle du réseau informel. Et là, je change peut-être de casquette en tant qu'administrateur de l'APEC. On s'interroge aussi sur la proximité de ce type de service d'un plus grand nombre de cadres, et notamment dans les territoires moins denses de la métropole notamment. Est-ce que la ressource que peut constituer l'APEC pour accompagner des parcours, est-ce que c'est quelque chose à accompagner des mobilités? Est-ce que c'est un élément qui peut être important? Est-ce qu'on a vu dans notre baromètre qu'on a fait en décembre dernier avec Kantar que finalement les cadres des TPE, alors on était vraiment là sur le public des TPE, avaient peu d'entretien professionnel, peu de connaissances finalement de leurs droits d'accès à de la formation financée par leur CPF. Voilà, donc est-ce que des opérateurs comme l'APEC et comment pourrait-il avoir davantage de proximité? Oui. Alors, je pense qu'il y a des choses qui vont se faire un peu naturellement, mais qui sont longues à mettre en place. Parce qu'en fait, l'APEC, pendant longtemps, a été quand même, je dirais, la chasse gardée des M2 et plus. Il fallait avoir 4 années d'études, donc ça a changé. Mais l'APEC n'est pas encore extrêmement connue des publics cadres en petite structure. Et c'est pas, effectivement, je ne pense pas que ça soit spontanément le premier médium vers l'APEC, notamment alors, pour chercher des offres d'emploi en local. Par contre, je suis persuadée qu'il y a effectivement un rôle à jouer, mais pour ça, il faudrait aussi que les antennes APEC en région soient un peu plus développées. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les antennes en région ont plutôt eu tendance à être regroupées. Enfin, je vois sur la région Auvergne, en fait, l'APEC Auvergne est partie essentiellement à Lyon. Mais je suis persuadée qu'effectivement, il y aurait un important, notamment cet accompagnement des mobilités. Ça, c'est évident. Merci. Il y a une remarque dans le chat d'un participant qui explique que le l'ancrage territorial, c'est aussi une capacité, une possibilité de développer du bénévolat, des engagements culturels, hein, tout ce qui fait que l'on monte en compétences informelles, en savoir-être, qui sont aussi en retour utiles pour le travail. Cette forme de souplesse ou cette forme de mobilité, non pas de mobilité temporelle alors. Voilà, ça peut favoriser aussi les formes de coopération en retour au travail. Et puis à l'inverse, il y a un autre témoignage sur les grandes entreprises qui ont tendance à bloquer, à rallonger la durée des postes et donc à freiner l'évolution et la mobilité fonctionnelle. Ça, c'est dans les petites entreprises, c'est ça qui freine la tendance des grandes entreprises. Oui. La tendance des grandes entreprises aujourd'hui. Alors moi, je rajouterais, alors vous parlez du bénévolat, et donc ça, c'est très intéressant ce que vous dites là. Enfin, je parle donc à la personne qui a posé la question. En sciences de gestion, les premières recherches sur ce qui est fait, on a parlé de l'enrichissement des tâches. On disait que effectivement les femmes qui devaient gérer à la fois et leur famille et leur vie professionnelle pouvaient tout à fait enrichir l'un par l'autre. Il ne fallait pas forcément voir les choses comme j'ai 24 heures dans ma journée, est-ce que je ne donne pas un travail, je ne donne pas à mes enfants.
Et je pense que la même chose peut se faire dans le bénévolat parce que finalement, notamment lorsqu'on parle aussi sur l'écosystème, il y a souvent, enfin moi j'ai eu affaire à des commerciaux qui travaillent dans des petites entreprises. En fait, au niveau de toutes les activités connexes, sont autant d'activités qui nous permettent d'entrer en contact avec les clients. Et donc, tout est valorisé dans ce cadre-là. Et les personnes avaient aussi énormément de liberté pour justement, je dirais, faire ce type d'activité dans lesquelles elles s'épanouissent, elles ont autre chose que simplement le travail, mais le travail, il est aussi présent parfois dans ces activités bénévoles, si on peut dire. Constituer un réseau, constituer de la confiance, générer de la confiance, faire connaître son entreprise, peut-être générer un prospect, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est un point important. On assoit territorialement la confiance de PME ou de la petite structure, sachant que là, on a des cadres, des commerciaux qui ont une marge de manœuvre très importante sur les prix qu'ils peuvent décider, sur comment accorder. Ils peuvent vraiment avoir des relations très, très privilégiées. Après, la deuxième, sur les questions d'évolution, dans les petites entreprises aussi. Donc, dans ce cas-là, notamment chez les jeunes diplômés qui, donc, par exemple, sortent avec un master en géologie, en master 2 en géologie, qui se retrouvent dans un bureau d'études avec deux ingénieurs qui sont le couple, elles qui se retrouvent du coup faire un travail de technicien 3 ans le temps de monter en expérience avant de rejoindre une petite structure plus grosse qui avait 70 salariés. Donc, il peut y avoir quand même aussi dans les TPE familiales, plus traditionnelles, aussi des blocages, pas dans la montée en compétences, mais potentiellement dans la reconnaissance sociale de l'attribution du statut cadre. Donc, je pense qu'on trouve aujourd'hui, Aujourd'hui, on a 4% des jeunes qui sortent d'études supérieures, qui ont fait des études supérieures, qui sont diplômés d'études supérieures. Vu cette situation, donc ça veut dire qu'on a 300 000 jeunes sur le marché du travail qui ont un diplôme d'études supérieures. On sait qu'ils vont se retrouver, il n'y a pas autant de place que ça dans les grandes entreprises. Ils vont aussi aller vers les petites entreprises. Et là, je pense que justement, peut-être réactiver dans les PME aussi ce que ça veut dire, la dimension symbolique de ce qu'est un cadre, et notamment donc, aussi des personnes qui n'ont pas eu la chance de faire des études poussées 60%, qui n'ont pas été diplômés. Je pense que là, il y a aussi peut-être même, je dirais, du travail de la part de l'APEC pour cette conscience voilà, de la part du dirigeant de reconnaître à la fois la polyvalence, la performance de leurs salariés. Voilà, qui demandent d'accéder au statut. Mais c'est encore quelque chose dans certaines entreprises, ils ont beaucoup de mal. J'ai des entreprises où on dit, bon, alors, peu cadre parce qu'elle a 20 ans de service. Ça, peut-être, mais les autres, non, je ne vais pas en entendre parler. Donc là, il y a encore du travail encore aussi à mener parce que les populations sont plus éduquées. Elles ont plus de diplômes, celles qui arrivent sur le marché du travail. Et donc, leurs attentes aussi en reconnaissance même symbolique. Il y a des gens qui acceptent d'avoir le statut tout en étant payés des clopinettes. Mais c'est une reconnaissance symbolique importante. Et peut-être potentiellement quelque chose qu'on peut transférer dans une grande entreprise. Avant de rejoindre le webinaire, j'étais en échange avec une journaliste sur la dernière statistique que l'INSEE a publiée d'un plus grand nombre aujourd'hui de cadres en emploi que d'ouvriers en emploi. Et c'est une statistique publiée ce mois-ci. Et elle me posait la question, mais pourquoi un employeur va-t-il reconnaître ou conférer le statut cadre à un de ses salariés? Qu'est-ce qu'il y gagne? Parce que ça lui coûte un petit peu. Voilà, je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments que vous avez évoqués aujourd'hui sur la reconnaissance symbolique, le marqueur pour des parcours qui sont des choses pas si évidentes que ça.
même si on peut toujours se poser des questions finalement, qu'est-ce que ces reconnaissances symboliques apportent réellement. En tout cas, merci de ces échanges et des apports que vous faites. Je me suis posé la question en vous relisant sur l'enracinement ou la racine, la question de l'encre et la question de l'attache, si on pouvait se poser la même question pour les salariés qui se syndiquent. Est-ce qu'ils se syndiquent parce que c'est une racine pour eux, c'est un enracinement un peu peut-être familial? Est-ce que c'est je m'ancre dans le syndicalisme parce que c'est un facteur de ressources? Ou bien j'y ai un attachement un peu léger, un peu ductile, comme vous dites, mais sensible. Voilà. Il y a sans doute aussi une façon d'interroger d'autres appartenances à travers cette typologie que vous avez si bien décrit dans l'article que la Revue Cadre a publié cette année, enfin l'année dernière. Voilà. Numéro 485. Oui, on aura plaisir à continuer à vous lire, à diffuser des travaux des laboratoires dans lesquels vous travaillez. Et puis, je pense que ça nous a permis de faire un grand pas en avant dans la connaissance du petit monde, du grand monde des petites entreprises. Voilà, parce que les grandes entreprises, c'est un petit monde, et finalement, les petites entreprises, c'est vraiment un grand univers. Voilà. Merci pour cette conclusion. Merci à vous. Il y avait une dernière remarque autour de la situation actuelle qui au fond fige avec le télétravail et fige les flux des échanges réels, qui peut-être reterritorialise le travail et qui du coup bloque un peu les grandes entreprises dans leur management par la mobilité. C'est une forme d'ouverture et de conclusion. Oui, effectivement. Souvent, les hommes accompagnent les flux de marchandises. Ça, dans l'histoire, on déplace les marchandises et donc on déplace les hommes. Et si effectivement on reterritorialise, on peut peut-être offrir d'autres parcours de vie à des personnes qui le souhaitent, mais aussi à des organisations, et peut-être des parcours économiques plus pérennes parfois. On le voit avec ce gros bloqué, le canal de Suez. Finalement, ces grands déplacements, on le voit aussi quand on sait que plus des 3/4 des déplacements, des mobilités à l'international se soldent par des échecs. On rentre dans des systèmes beaucoup plus fragiles. Tout à fait. Donc, small is beautiful. Merci à vous. Pas toujours, mais c'est pérenne. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous tous. Merci à vous. Merci Laurent. Bonsoir. Bonsoir.